Là, nous voilà arrivés à la dernière étape de notre journée. On a l'occasion non pas de faire une table ronde, comme vous voyez, mais plutôt une file arrondie. Et il ne va pas nécessairement y avoir une interaction complète entre l'ensemble des acteurs parce que d'abord vous voyez qu'on a déjà pris un petit quart d'heure de retard, que certains d'entre vous nous ont bien dit qu'ils comptaient bien vers 15h30 pouvoir reprendre la route. Mais donc on avait vraiment le souhait de donner la parole aux acteurs de nos 3 ateliers pour donner finalement chacun un petit feedback de ce qui s'y est fait, d'éventuellement l'un de l'autre échange qui était particulièrement intéressant à partager pour vous donner simplement un peu une information de ce qui s'est passé dans les 2 ateliers où vous n'étiez pas. Tout en disant bien qu'avec Natacha, on va s'atteler à constituer un petit dossier d'éléments issus de ces 3 ateliers à votre demande, y compris les PowerPoint qui ont été communiqués et bien sûr le PowerPoint de la communication de Walter Tessaro. Et on va organiser tout ça et déposer ça sur Internet, sans doute sur le site de l'ADME, de la section belge, puisque vous allez bientôt être tous membres. Donc vous aurez l'occasion d'aller regarder tout ce qu'on aura proposé. L'inscription, c'est à la sortie. Mais voilà, en tout cas, vous y étiez bienvenus. Alors peut-être proposer d'abord à l'atelier 1, à Walter et Véronique, de nous faire un petit feedback de ce qui s'y est passé. C'est Véronique. Ah, c'est Véronique, très bien. Alors, dans cet atelier, nous sommes restés centrés sur des démarches et des outils qui ont été mis en place, qui ont été récoltés auprès des enseignants dans les classes. Cycle moyen, chez nous, c'est des apprentissages fondamentaux, c'est ça? Chez vous, en Belgique? Fin d'école primaire, voilà. Aussi bien des démarches que des outils, hein, puisque comme a dit Walter, l'outil il ne dit pas grand-chose, ce qui est important, c'est son usage. Donc on va retenir ça de l'atelier aujourd'hui. Et donc une première présentation, un premier travail, on va dire une présentation un petit peu interactive, c'était autour de l'orthographe, construire avec les élèves une grille orthographique pour pouvoir catégoriser les types d'erreurs, qui ensuite amène à la construction d'un guide orthographique qui va aider l'élève lorsqu'il produit son texte, avant l'écriture du texte, pendant l'écriture du texte, mais aussi après l'écriture du texte, de se centrer, on va dire, sur les choses sur lesquelles il doit plutôt porter son attention. Et dans ce guide orthographique, il y a également la mise en avant des stratégies ou des références, des outils à disposition de l'élève pour qu'il puisse faire attention à produire un texte sans trop d'erreurs d'orthographe. Et puis enfin, à la suite de ça, la création d'un profil orthographique, c'est-à-dire que l'élève va pouvoir comprendre un petit peu mieux où se situent ses erreurs. Donc profil, vraiment, on voit le profil avec des petites croix au regard de chaque catégorie d'erreurs. Et ce profil orthographique peut également être utilisé à différents moments de l'année pour pouvoir évaluer la progression. Et donc ça permet à l'élève de mieux se centrer sur les objectifs d'apprentissage qui sont évalués et de pouvoir apporter des régulations plus ciblées. Voilà, la deuxième présentation qui a plutôt fait l'objet d'un travail de la part des participants, nous leur avons demandé de réfléchir à la possibilité d'impliquer les élèves dans leur évaluation par rapport à la gestion des comportements. Nous appelons apprentissage dans la vie scolaire, avec 4 entrées, relations avec les autres élèves, prise en charge de son travail personnel, etc. Et donc, on leur a demandé de se mettre en groupe pour essayer de réfléchir à une démarche possible et à des outils qui permettent aux élèves de s'approprier les objectifs d'apprentissage. Et dans la mise en commun, on a relevé plusieurs choses qui revenaient dans les différents groupes, même si la démarche était différente dans chaque groupe. En tout cas, l'importance d'évaluer des objectifs d'apprentissage, mais aussi de les mettre en parallèle avec des indicateurs observables, factuels, qui puissent être une aide à l'élève pour savoir
comment s'autoréguler, mais également à l'enseignant évidemment pour savoir sur quoi il va évaluer. Par exemple, un élève qui a une bonne prise en charge de son travail personnel, ça veut dire quoi? Et donc ce listing, on va dire, d'indicateurs qui pourrait être une banque de données pour l'élève est évidemment co-construite. Tout le monde a relevé l'importance de co-construire, c'est-à-dire c'est aussi un moment où il y a une confrontation entre ce que les élèves proposent et ce que l'enseignant attend dans sa classe. Donc ce n'est pas une négociation, mais c'est en tout cas une co-construction pour que l'élève puisse, le mot est revenu donner du sens à son évaluation. Donc voilà, c'est ce qui est revenu dans cet atelier et nous avions l'intention, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire, de présenter également des outils pour la résolution de problèmes en mathématiques qui auraient été donc un peu plus centrés sur les stratégies, stratégies, comment faire pour résoudre un problème mathématique. Est-ce que je peux compléter? Rien à compléter. Et donc, merci. Et voilà un premier écho, peut-être demander à l'atelier animé par Natacha et ses deux collègues. Il reste un des deux collègues, donc voilà. On est content de l'entendre aussi. Exactement, alors Céline Demierre qui a animé la première partie de l'atelier 2 a dû s'absenter. Et donc je prendrai juste la parole pour présenter brièvement ce qui a été fait ce matin, puisque l'atelier 2 portait sur les outils de régulation en mathématiques et sciences pour le secondaire. Donc, en matinée, c'est plutôt les sciences qui ont occupé le devant de la scène, où Céline Demierre va présenter les valises pédagogiques, donc des outils qu'elle a créés avec d'autres collègues, dont l'objectif était de procéder au diagnostic et à la remédiation immédiate. Donc chez les élèves du secondaire, dans le secondaire. Et donc, elle a présenté plusieurs valises, l'énergitech, la mécanitech. Donc, au départ, en fait, de situations mobilisatrices assez ciblées, eh bien, elle nous disait que les représentations préconception, vous les appelez comme vous voulez, des étudiants, des élèves, étaient en fin de compte mises à jour. Et ensuite, tout un travail à partir de ces préconceptions a pu être réalisé à partir du matériel, des valises pédagogiques qu'elle a présentées. Donc voilà, ça c'était l'objet de nos discussions ce matin, en disant bien, et c'est ce qui a d'ailleurs été soulevé par votre atelier, que l'outil n'est pas pédagogique en soi. C'est évidemment son usage qui en fait un outil pédagogique. Et ensuite, Fabrice a pris la parole l'après-midi pour plutôt parler des mathématiques. Oui, donc en fait, je n'ai pas proprement présenté un outil de régulation des apprentissages, parce qu'en mathématiques, il n'en existe pas, en tout cas sous la forme numérique. Par contre, j'ai présenté 12 exerciceurs, dont l'un m'a permis d'avoir une démarche de régulation des apprentissages via l'usage que j'en ai fait en classe. Donc il consistait à faire en fait, on va dire le gros mot du drill avec certains élèves et de m'occuper d'autres pendant qu'ils étaient occupés sur les ordinateurs. Là je pouvais avoir une relation qui était un peu différente avec 1, 2, voire 3 élèves maximum que je pouvais interroger sur les erreurs qu'ils avaient réalisées, le pourquoi de ces erreurs, c'était construire celles-ci et d'améliorer leur apprentissage, et puis de m'occuper d'un autre groupe et ainsi de suite. C'est un peu ça l'idée. Merci. Et alors dans le troisième atelier, nous avons fonctionné en 2 temps également. Le matin, on a laissé la parole à nos 3 intervenants, 3 équipes d'intervenants. Alors les premiers collègues qui sont au bout de la table, si je peux dire. Donc Aurore et Isabelle de l'ULG qui nous ont présenté un dispositif en lien, un dispositif qui a déjà évolué entre 2016, 2017 et maintenant. Donc il était en train d'être régulé lui-même. Et elles vont pouvoir vous en toucher un petit mot, non pas du dispositif parce que ça prendrait trop de temps, mais par la suite ce que les collègues en ont dit. Ensuite, on a donné la parole à Pascalia Papadimitriou qui est professeur à la Cambre,
donc dans une école artistique, mais dans le cadre de l'agrégation et du master didactique selon, et qui a mené tout un dispositif sur l'appropriation de l'évaluation à ce public d'artistes qui est bien particulier et qui est parfois un petit peu allergique à la psychopédagogie, en tout cas au début, avant de connaître Pascal. Et en troisième communication, il y avait Julie Lecoq et Pascal Routers du LLL à Louvain-la-Neuve, donc du Louvain Lab, qui ont présenté une expérience en tant que conseillère pédagogique d'accompagnement d'une communauté d'apprentissage intéressée par développer un portfolio dans 3 cours, un cours d'espagnol, un cours de droit et tout d'un coup, je vous dis un cours de philo. Archéologie. C'est top, en plus, il y a plus que moi. Et donc, dans un premier temps, donc, on a donné la parole à nos 3 groupes d'intervenants. Et l'après-midi, on a fonctionné sous la forme d'un welcome café, c'est-à-dire de table de rencontre autour des 3 dispositifs. Et chacun a pu alors d'abord poser les questions de clarification et de transfert possible, et puis surtout d'identifier en quoi, effectivement, c'est un levier de développement de compétences particulières dans le supérieur, et en quoi faire participer l'étudiant à l'évaluation peut être un atout. On a aussi identifié les contraintes, mais ici, on va surtout donner la parole quelques minutes à nos collègues pour identifier plutôt les atouts tant qu'à faire. Et les collègues de Louvain-la-Neuve ont dû partir, donc j'essayerai de dire quelques mots par rapport à ça. Au revoir Isabelle d'abord. Ok, donc nous, le contexte de notre évaluation mutuelle qu'on a mis en place, c'est au sein de l'agrégation. Donc c'est dans le cadre du cours de pédagogie générale où on s'adresse à en gros 300 étudiants. Dans le cadre de pratiques réflexives où là ils sont en groupe, 9 groupes plus ou moins de 30 étudiants. Donc une contrainte qu'on rencontre est évidemment le nombre d'étudiants, tout en sachant en plus qu'ils proviennent de 20 disciplines différentes, donc ce qui complexifie encore l'histoire aussi. Alors, par rapport à la plus-value, des éléments de plus-value qui ont été relevés au sein du Welcome Café, c'est la notion d'isomorphisme, donc c'est le fait de vivre une évaluation et donc de se rendre compte de l'intérêt de mener une évaluation mutuelle et donc dans l'idée, dans l'espoir qu'ils transfèrent ça dans leur propre pratique en classe aussi. L'objet aussi de l'évaluation mutuelle qui est formative, on a précisé, qui donc rentre dans le cadre de pratiques réflexives, et donc cet objet, le fait de partir d'un récit de pratique qui est propre à l'étudiant ou par le passé d'une analyse d'une de ses propres séquences a été mis en avant pour son implication, sa motivation, mais également dans une démarche d'autorégulation, donc le fait que ce soit propre à un vécu de sa part. L'interdisciplinarité a été soulevée aussi comme une plus-value, le fait de pouvoir du coup rencontrer d'autres étudiants, d'autres disciplines pour réguler et questionner finalement le travail qui est proposé à l'évaluation mutuelle. Et l'objet même de pratique collective, on a dit, et le fait encore une fois dans cette idée d'isomorphisme, le fait d'être amené à devoir communiquer à un père une évaluation donc critique positive, formulée de façon constructive, a été mis en avant dans une pratique enseignante où on sera amené justement à questionner notre communication avec les collègues et les élèves aussi. Les aspects positifs et plus-values qui ont été mis en avant. Merci. Donc voilà, moi j'ai présenté un dispositif dans le cadre de la formation de futurs enseignants du cours d'art en secondaire supérieur, donc l'agrégation à la finalité didactique du master. Et la proposition est de leur faire vivre dans le cadre d'un cours, je dirais, largement lié à la question de la sociologie de l'éducation et l'évolution de l'institution scolaire en Belgique, de leur faire vivre un dispositif pour une partie du contenu de ce cours
de manière coopérative, en référence notamment au travail d'Aronson, le Jigsaw Classroom, qui est vraiment la question de la mixité des groupes experts. Et donc sur base de cette première référence, les mettre en abîme par rapport à un dispositif qu'ils pourraient eux-mêmes exporter, transférer dans leur propre classe en secondaire. Alors effectivement, ce dispositif propose un vrai travail sur les contenus. Moi, je lâche prise et c'est les étudiants qui sont invités à s'emparer du contenu, à le travailler et à l'exposer suivant un dispositif cadré et dans le temps et dans l'espace. Ce qui permet d'identifier les résistances et les représentations que ces étudiants ont sur la question du travail de groupe, du travail coopératif, d'un travail de contenu et la question de l'évaluation, puisque le dispositif invite à plusieurs moments et modalités d'évaluation et vraiment discuter et voir ce qui est engagé quand on propose ce genre de travail et pourquoi c'est intéressant de le proposer aussi. Donc c'est vraiment faire vivre, pédaler sans regarder pédaler, c'est l'expression que j'avais utilisée. Alors ce qu'on a relevé dans les échanges, c'est la question notamment de certains atouts qui peuvent nourrir ce dispositif, la question de la contractualisation ou comment amener à faire coopérer des personnes, comment établir ces groupes de travail, la question des modalités d'évaluation des différents moments, puisqu'on a de l'auto-évaluation, de la co-évaluation, de l'évaluation par les pairs, on a des documents qui structurent tous ces moments d'évaluation. Et puis les atouts qu'on a ciblés, c'est le rythme d'appropriation des étudiants, la question de l'autonomisation, la question du questionnement au fil des étapes traversées par les étudiants, la manière dont ils questionnent et leur formation et le professeur qui les forme aussi, ce qui permet de nourrir, je dirais, les apports et les ressources qu'on peut mettre au service de ce travail. Et puis la dimension de confiance dans le lâcher-prise qu'on peut faire sur des contenus dont on est déclaré expert quand on est dans une classe. Voilà. Merci. Alors, les collègues du LLL ont présenté un travail qui s'est déroulé sur 3 ans. Et donc, c'est une communauté de pratique d'enseignants universitaires à Louvain-la-Neuve. Et donc, les collègues ont choisi de s'y engager pour réfléchir à l'évaluation des acquis autrement que d'habitude. Et il se fait qu'ils se sont mis d'accord sur le portfolio. Et donc, avec un panel de profs vraiment différents, puisqu'on avait effectivement un prof de droit en bac, un prof d'espagnol aux instituts des langues vivantes et quelqu'un en philo. Et donc, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on peut faire découvrir à nos étudiants une autre manière de travailler et une autre manière d'être évalués, puisque c'était des cours crédités, plus ou moins 5 crédits chacun des cours, avec des collègues qui n'étaient pas nécessairement ni psychopédagogues au départ, ni formés au portfolio ou à l'analyse réflexive. Et donc, c'est pour ça que c'était important de jumeler l'explication du dispositif portfolio avec une communauté d'apprentissage de profs, puisqu'il fallait apprendre ce rôle d'accompagnateur d'un travail qui est assez différent. Hein, le prof de droit expliquait, évidemment, d'habitude en bac 2, c'est essentiellement la mémorisation et la synthèse qui fonctionnent avec les étudiants. Et ici, ce qu'elles proposaient était vraiment tout à fait différent. Et donc, elles ont expliqué les modalités un petit peu de fonctionnement, le type de grille critères, autant du processus que du produit, puisque l'accent est même davantage mis sur le processus dans ce cas-ci que sur le produit, puisque dans 2 dispositifs sur les 3, ce qui était travaillé était extra-académique. Donc c'était par exemple des activités qu'ils avaient fait en dehors de leur cours, mais dont ils avaient laissé des traces comme un processus de co-construction en parallèle avec d'autres connaissances. Alors, ils ont relevé aussi des plus-values. Alors, la plus-value importante, c'était de faire découvrir un autre type d'apprentissage et d'évaluation à l'université. Et ça, je pense que c'est déjà un fameux défi. L'autre plus-value, c'est de pouvoir, pour une fois, être attentif à une évaluation singulière, c'est-à-dire à pouvoir accepter que tout le monde n'a pas procédé de la même manière et n'obtient pas le même type de produit, en disant aussi que les compétences transversales
était travaillé, et pas uniquement disciplinaire ou très pointu, et le développement du recul critique, de la réflexivité, qui était offert par ce biais aux étudiants, avec par contre des contraintes qu'elles ont quand même relevées en disant mais c'est sûr que c'est chronophage, tant pour les profs, alors ça dépend, et on l'a déjà relevé, ça dépend du nombre d'étudiants qu'on a dans la cohorte, mais en droit par exemple, en deuxième année de droit, vous avez dit qu'ils ne sont pas une poignée, mais plutôt un grand auditoire, et donc ça nécessite de faire un certain nombre de choix aussi par l'équipe du programme pour que ce portfolio s'intègre bien à l'ensemble des autres unités d'enseignement. Et le côté aussi de la qualité des feedbacks qui est offert, le feedback qui est offert aux étudiants, qui nécessite une formation de celui qui donne les feedbacks. Ça veut dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un prof à un moment donné qui ait une idée, il faut que l'équipe autour, la collégialité, soit aussi à même de porter un recul critique qui fait avancer l'équipe. Je crois que comme ça on a plus ou moins retracé nos 3 interventions de l'atelier 3. Et alors je me tourne vers Walter en disant mais que dire à partir de tout ça? Moi je me retourne vers Catherine. Ouais, c'est vraiment. Bon, il faut quand même relever la richesse du travail qui est fait dans les ateliers, hein, parce que, bon, évidemment, j'ai assisté aux nôtres, mais je vois dans les autres ateliers, il y a beaucoup d'interactions. Alors, je vais peut-être rebondir déjà sur le portfolio, parce que c'est dont on a parlé enfin. Donc, j'allais dire ce que tu viens de dire, en fait, c'est comment dire, le fait que c'est un usage qui est très exigeant, notamment dans la formation professionnelle à l'université, pour l'enseignant et pour les étudiants. Et moi, ce que je constate, en tout cas dans la mise en place dans e-portfolio à l'Université de Genève, dans notre section, c'est que le plus difficile, c'est de convaincre les collègues formateurs. Les étudiants, ils sont dans une logique, ça raconte assez bien, hein, surtout les futurs instits, ils ont l'habitude de faire des textes réflexifs, ils sont dans une logique déjà. D'ailleurs, certains étudiants me disent, mais moi j'ai déjà un journal de bord, donc je tiens déjà quelque chose depuis un moment, donc le portfolio, c'est que la suite de ce que je fais. Et donc, finalement, la grande difficulté, c'est l'implémentation de convaincre les collègues, parce que ça leur demande plus de travail, il faut savoir. Non seulement plus de travail dans un premier temps, mais un travail différent. Et en effet, se plonger dans les portfolios pour voir des logiques individuelles différenciées, le fait que, comment avoir des critères communs, alors que dans chaque portfolio, il y a des documents différents, des textes évidemment différents, hein, etc. Comment évaluer tout ça? Alors, une des questions un peu qui pourra en découler, c'est est-ce qu'on peut certifier un portfolio en formation professionnelle, en formation d'adulte? Alors moi, j'étais un peu à la bonne école, j'ai eu Sabine Van Hul, qui est venue chez nous, et qui est arrivée dans ses premières présentations en disant voilà, moi j'ai utilisé jusqu'ici en Belgique, en portfolio, dans lequel je mettais des points, je mettais une note. Donc c'est possible. Je dis ben, ça commence bien. Et en l'occurrence, en effet, alors après, elle est jusqu'au bout de la logique. Pourquoi je parle de ça? Parce que on a beaucoup parlé dans l'atelier, mais aussi ce matin, sur les aspects motivationnels. L'engagement, alors des petits comme des plus grands, dans ce genre de dynamique, ce qui est de loin pas évident. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en effet, les élèves ou les étudiants s'engagent et trouvent du sens, hein, ça c'est le terme qu'on a utilisé aussi dans l'atelier, trouvent du sens à s'impliquer dans une démarche exigeante pour tous. Donc ça c'est une question à laquelle je n'apporterai pas de réponse maintenant, mais voilà, une question qui est importante. Alors, sur le plan, bon, encore peut-être pour le portfolio, je suis très sensible aux compétences attendues dans la gestion du portfolio et notamment dans les textes qu'on demande aux étudiants d'écrire. Pourquoi? Parce que écrire des textes, alors nous on appelle ça des textes réflexifs, évidemment, mais des fois c'est des bilans plus descriptifs, parfois c'est des micro-récits, enfin c'est plusieurs genres textuels. Donc on met en jeu finalement des compétences d'écriture dans le portfolio, chez les plus grands, on va dire, dans le secondaire. Et il ne faut pas sous-estimer ça. C'est-à-dire que peut-être que dans une catégorie, alors, en l'occurrence, comme on forme des futurs enseignants, on va dire qu'il y a une sorte de relative homogénéité dans les types d'étudiants. Je dis bien relative. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise le portfolio à l'université dans d'autres contextes? Exemple,
Marc Romainville, qui l'utilise à Namur, et qui me dit, mais moi j'ai des profils tellement différents qu'il y a en jeu le fait que certains sont plus à l'aise dans l'écriture que d'autres. Et comment je prends en compte ça dans le portfolio? Il dit, il y a des profs, des futurs profs de français, du secondaire, alors eux, les textes réflexifs, ils y vont, et il y en a d'autres dans lesquels le rapport à l'écrit est beaucoup plus difficile. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et alors, si je remonte sur l'implication, on va dire, des apprenants, sur ce point-là, il faut faire attention, il faut bien connaître les biais de l'implication des apprenants. Je ferai le parallèle avec les biais d'évaluation. On sait bien que lorsqu'on se spécialise un peu dans ce champ-là, il faut être attentif à plein de biais que tu mets en évidence par les deux simologues. Pour le portfolio, il en est de même. Et l'implication de l'apprenant aussi. J'en ai montré quelques-uns ce matin, ces biais. Il faut être très attentif. Le fait que, est-ce qu'on ne joue pas de l'affectif en primaire à travers ce petit outil? Donc ça marche bien parce que l'élève, il s'entend bien avec vous et vous entendez bien avec lui. Est-ce qu'on n'y met pas en jeu des compétences qui ne sont pas forcément celles attendues directement par l'institution scolaire, encore moins par les parents? C'est-à-dire que vous êtes à distance des valeurs familiales par rapport à ce que vous demandez. Est-ce qu'on est cohérent ou est-ce qu'il y a une rupture par rapport à ça? Voilà, tous ces genres de biais, moi il me semble qu'il faut bien les connaître pour faire attention aussi aux enjeux de l'application de l'apprenant, et notamment dans le portfolio. Je continue, j'ai pas le droit à 2-3 minutes. Hein. Voilà, ça montre un peu la richesse de ce qui se passe aujourd'hui. Alors la première remarque que j'avais écrite, c'est finalement l'enseignant est un sacré boulot. Enfin, je dis l'enseignant, le formateur, parce que on est sans cesse à la recherche de quoi? D'outils, d'exemples, de... Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Donc il faut créer, recréer des outils qui, à un moment donné... Et la difficulté, évidemment, l'avantage mais aussi la difficulté, c'est que ces outils sont toujours contextualisés. Et donc, un outil qui vous semble intéressant, génial, le jour où vous l'utilisez dans votre classe, vous dites, ouais, bah, franchement, ça marche pas. Bah oui, parce qu'il faut chaque fois les reconstruire. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Dans les manuels d'enseignement, vous n'avez pas grand-chose sur l'application de l'apprenant en général. Et donc, c'est ça, construire. Alors, c'est à la fois la richesse, parce que moi je trouve que c'est un challenge, finalement, mais c'est aussi, ça implique aussi le fait qu'il y en a qui disent, non, ça va. Voilà. C'est sympa ce qu'il m'a dit, on a fait un joli atelier, mais moi je continue à faire ce que je faisais avant, parce que c'est un sacré investissement. Alors, comme ça l'est, lorsqu'on commence l'apprentissage coopératif, par exemple, hein, là aussi, on n'a pas du temps à mettre en place, à structurer les groupes, à réfléchir à tout ça. Lorsqu'on différencie, qu'on le veuille ou pas, hein, ça prend aussi de l'énergie. Donc, c'est un peu du même ordre, évidemment, qu'il y a pas mal de choses à créer. Alors, si ce n'est une solution, une piste, c'est évidemment de faire à plusieurs. On revient toujours à ça. C'est-à-dire que là, ce que j'entends, en effet, c'est on travaille, on fait ça ensemble, on élabore les choses, on se répartit le travail, parce que tout seul, dans son école, dans son établissement, on s'épuise. Et le risque, c'est qu'après, on sort un peu dégoûté, on arrête. Voilà. Et puis, bon, peut-être encore une dernière chose sur... on a pas mal parlé, en tout cas dans notre atelier, du statut de l'erreur, finalement. Hein. Bon, ça, c'est depuis Astolfi, depuis... Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important, là. C'est aussi de travailler avec les apprenants ce que c'est qu'une erreur. On a fait par une faute, et que dans le processus d'apprentissage, on passe par des erreurs. Et on sait bien que, selon les didactiques, on provoque l'erreur. Il faut justement passer par ces erreurs-là pour essayer de comprendre parfois des choses. Et donc, il y a tout ce travail à faire, et peut-être à reconsidérer dans nos pratiques quotidiennes d'enseignement. Voilà quelques remarques un peu à chaud comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a une remarque du côté de la salle? On prend des dépourvu, hein. On ne savait pas prévu. Mais écoutez, alors je propose de passer la parole à ma collègue Natacha, qui va clôturer la journée et je pense que nous inviter ailleurs. Vous inviter ailleurs, effectivement. Pas tout de suite. Pas tout de suite, non. Alors je vais rester assise parce que j'ai pas branché mon ordi et ce sera plus facile comme ça. Oh non, ça va, merci. Juste pour vous redire, parce que Catherine a bien fait son travail en tant que déléguée, que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, n'est-ce pas, monsieur le vice-président? Vous êtes un certain nombre dans cette salle à ne pas encore être membre de notre association, mais
que peut, en fin de compte, vous apporter notre association? Alors, plusieurs choses. C'est d'une part de se tenir, de rester informé de toute l'actualité de la recherche en évaluation et d'évolution aussi des pratiques dans le domaine. Alors, se tenir informé, c'est l'info qui vient aussi à vous, dans le sens où bien, il existe plusieurs moyens de diffusion, plusieurs outils de diffusion à l'ADME. La revue Mesures et Évaluation en éducation, que vous connaissez peut-être, vous la recevrez gratuitement, cette revue, si vous devenez membre de l'ADME. Donc, trois numéros par an. Vous êtes payé, vous la recevez gratuitement. Voilà, c'est ça. Ensuite, si vous devenez membre, c'est toujours intéressant de recevoir aussi les newsletters qui vous... Voilà, rédigé par qui? Par Natacha. Donc, voilà. Mais peu importe, l'important c'est ce qu'il y a dedans. Donc, notamment les infos concernant les colloques annuels de l'ADME. Donc cette année, on a eu l'occasion de se réunir au Luxembourg. L'année prochaine, ce sera en Suisse. La thématique sera très très prochainement dévoilée puisqu'on en discute ce week-end à Paris. 2 universités d'été aussi sont programmées cette année et c'est pour ça que je venais à prendre la parole maintenant. Une première université, alors la 6e en fin de compte parce qu'on en est déjà à la 6e. Mais en tout cas, la première non pas la première de l'été, la première de l'été aura lieu, à l'université de Toulouse, donc en France, le 29 juin, à l'université Jean Jaurès, sur le thème « Évaluer les apprentissages, les enseignements, les dispositifs de formation, penser le continuum des recherches collaboratives aux pratiques professionnelles ». Je pense que ça peut en intéresser plusieurs d'entre vous. Et Catherine s'occupe du réseau, d'ailleurs. Du réseau RCPE. Une autre université d'été, cette année aussi, du 4 au 6 juillet, au Liban. Voilà, une destination un peu plus atypique, mais en fin de compte, pourquoi ne pas commencer les vacances là-bas. La thématique sera l'auto-évaluation et les pratiques réflexives des enseignants du supérieur. Donc voilà, deux activités qui nous occupera le début de cet été. Vous dire aussi qu'il existe des réseaux thématiques et des activités nationales dans toutes les sections représentées dans cette association. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci d'avoir dépassé de 2 minutes le temps. Voilà, donc 15h32, on termine quand même relativement dans les temps. Voilà. Merci d'être venu et d'être resté quand même aussi nombreux pour cette journée. Au revoir. Merci.